Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est Titanic, le chant des profondeurs perdues. C'est parti. Dans les premières lueurs grises de l'aube, Belfast tremble d'une énergie sourde, un pouls pressé sous la surface des choses. Dans le vaste enchevêtrement de poutres, de fer et d'échelles des chantiers Harland et Wolff, rien ne semble dormir. Les marteaux, déjà, lardent des chocs lents et réguliers aux carcasses d'acier. Le son, immense et singulier, roule sur la ville et s'engouffre jusque dans les ruelles étroites, réveillant les chats, les enfants, les vieilles fenêtres grinçantes. C'est le cœur de la ville battant pour quelque chose de plus grand qu'elle, trop grand pour sa propre tranquillité. Depuis l'entrée du chantier, Henry M. Seoley, jeune ajusteur, sent chaque matin la force de ce lieu s'insinuer dans sa poitrine. Il se faufile discrètement parmi les groupes d'hommes aux mains encore sales de la nuit dernière, ceux qui puisent leur café noir dans des gobelets cabossés, ceux qui décrochent leur badge en baissant la tête, marquant d'un salut bref le contremaître plus sévère qu'une proue de navire. Ce matin, pourtant, la routine se teinte d'un trouble indéfinissable. Henry l'a remarqué, une brume ouatée, inhabituellement dense pour ce mois de mars, sourle autour des docks et grasille dans l'air borné des hangars. Elle brouille les contours des grues, noie les lanternes rouges de halos étranges. Même le tapage régulier du chantier, ce grondement continuel auquel il croyait s'être habitué, semble amorti par cette présence silencieuse, comme si la mer elle-même avait envoyé un souffle pour recouvrir les ambitions humaines. Mais l'orgueil, une fois ancré dans le cœur des hommes, ne se dissout pas si facilement. L'immense châssis du Titanic s'étire devant eux, une silhouette encore nue et roide, mais déjà promesse de force irrésistible. Des dizaines de charpentiers usent leurs gants rêches à façonner la courbe insensée de cette coque, rivalisant de soin, de précision, presque d'amour, avec la matière récalcitrante. Certains sifflent, d'autres ne parlent pas. Chacun sait que ce navire n'est pas comme les autres, et que l'acier, tamisé par la lumière tirant sur le gris, doit être dompté mais jamais outragé. Combien de rêves, combien d'ombres, combien d'apprentis brisés à la tâche s'entrecroisent, sur ce pont encore suspendu au-dessus du vide. Dans la grande halle, le contremaître William Rowe marche avec lenteur, sa canne frappant le sol de pierre à chaque pas. Il passe la main sur des plans cloués au mur, caresse les arêtes nettes du navire à venir du bout de ses doigts massifs. Rowe ne dit jamais grand-chose, mais chaque fois que le bruit faiblit dans la charpente métallique, un regard suffit pour remettre les hommes à l'ouvrage. Ils comprennent qu'ils surveillent non seulement leurs bras, mais aussi leur attente, leur impatience ou leur crainte, et c'est un baume ou une menace, selon la fatigue qui les traverse ce jour-là. Au dehors, l'air saturé d'embrun sent la ferraille tiède et la suie. Il y a, sous la brume, une agitation de petites silhouettes. Les nouveaux, ceux qui redoutent encore la violence du métal, jettent des regards inquiets vers la mer. D'autres, plus habitués à l'indifférence du port, se plaisent à y lancer des rumeurs. Henry les écoute du coin de l'oreille, tandis qu'il aligne ses outils sur le rebord d'une immense poutre. « Tu as vu » souffle John, son voisin d'atelier, cette brume. C'est la mer qui veut cacher ses secrets. C'est pas normal, on devrait attendre, dit-on que ça porte malheur. Allons, John, répond Henry sans lever les yeux de son marteau. Le Titanic ne s'arrêtera pas pour un peu de brouillard. C'est le plus grand. Enfin, il le sera. Oui, mais tu ne trouves pas que c'est étrange, insiste John. J'ai entendu parler de vrilles de vent sur la coque, juste au niveau de la quille. Les vieux disent que c'est mauvais signe. Tu écoutes trop les histoires des anciens, rétorque Henry en esquissant un sourire. Ici, on construit. Pas besoin de s'effrayer pour quelques contes de pêcheurs. Et pourtant, il n'est pas le seul à se sentir, confusément, observé, jugé même. Au pied même de l'édifice de fer, la brume s'attarde comme si elle attendait quelque chose,
ou refusait de céder place à l'ambition humaine. Le chantier, alors, s'ébroue de toute sa puissance. À la lumière crémeuse du matin, les grues soulèvent des plaques de métal d'un poids inouï, les cordages craquent sous la tension, les chariots grincent sur leur axe. Il faut voir les laminoirs, dans la chaleur épaisse des forges, rouler des flots d'acier rougi, infléchir le destin de la matière brute en une force contenue. Les étincelles font pleuvoir des étoiles dans l'ombre fauve. Parmi les odeurs de graisse, de fumée, de peau échauffée par l'effort, tous se savent acteurs d'une histoire qui les dépassera. Parfois, le travail s'interrompt, brutalement. On croit sentir, dans les plafonds d'ombre, un remous, une crispation. Une corde cède, un cri fuse, l'écho s'empare des tôles. La mer, tapie derrière la brume, attend. Un vieil ouvrier, à la main usée, murmure en détourant une courbe « Nous ne sommes que des hommes, mes amis ». Mais personne ne répond. Chacun resserre son étreinte sur les outils, chassant les faiblesses. Les semaines défilent ainsi, rythmées par la cadence harassante des équipes. Les riveteurs, couverts de poussière noire, plantent inlassablement des milliers de boulons rougeoyants dans la peau du Titanic. À chaque décharge du marteau, la structure vibre, transmettant aux travailleurs la sensation trouble d'être eux-mêmes englobés dans cette transformation. Ils sont partie prenante du navire, leur sueur se mêle dans l'invisible à la crasse de ses entrailles. Henri s'est pris, plus d'une fois, à rêver éveillé, debout au-dessus d'une future salle des machines, lorsque la lumière traverse la brume et fait luire les arêtes d'acier comme s'il s'agissait d'ossements géants découverts sous la terre. Il imagine alors la foule, la musique, les femmes habillées de soie, les messieurs aux chapeaux haute forme, le tintement des verres et le murmure de l'Atlantique. Il voit les hélices, immenses, balayer la mer, voyez-vous, et rien ne saura les arrêter. Un frisson d'orgueil roule en lui, doux comme du miel. Et puis, parfois, un doute sinueux le traverse. Tout cela peut-il vraiment être aussi simple? Peut-on dompter la mer dans un manteau d'acier, forcer la nature à obéir, refuser le hasard, la part du destin qui échappe à l'homme? Il se surprend à chercher le regard des autres, la confirmation d'un sentiment partagé, mais tous semblent absorbés, mendiants de certitude devant l'ouvrage colossal. La nuit, Henri rêve. Dans ses songes, le Titanic se dresse, couronné d'un brouillard blanc, forgeant son chemin dans des eaux noires. Les sabots des chevaux claquent sur les pavés du quai, des enfants courent sur les berges, et dans le port la vapeur siffle. Mais voici que la brume s'épaissit, engloutit les formes, et que le navire n'avance plus, comme prisonnier d'une mer immobile, silencieuse comme un miroir. Henri se réveille en sursaut, le souffle court, le drap collé à la poitrine. Dehors, la brume s'est infiltrée dans la ruelle, déposant sur les pierres ce parfum d'altérité, de secret. La vie, pourtant, continue sa procession opiniâtre. Le chantier, monstre d'activité, n'attend personne. Chacun suit sa routine avec la même ferveur, la même crainte têtue de faillir à sa tâche. On fête, on pleure, on mange, on perd des amis sous un échafaudage qui cède ou un câble qui lâche, mais le Titanic grandit. Il s'élève, jour après jour, repoussant la mer vers l'horizon, repoussant l'insignifiance des hommes dans leur propre cœur. Un matin où la brume s'est faite plus légère, Henri croise une silhouette inconnue. Une femme, drapée d'un châle sombre, patiente à l'entrée du chantier. Les regards la traversent sans la heurter, comme si elle appartenait déjà à la brume elle-même. Elle observe la coque en construction, ses yeux graves posés sur la courbe luisante du navire, et esquisse, en silence, un sourire indéchiffrable. Henri s'arrête, la regarde. Elle ne détourne pas les yeux, puis, après un temps infime, s'éloigne, happée par la grisaille, avalée par le murmure du port. Cette rencontre l'obsède, alourdit ses pensées. Il a vu le même visage 3 jours de suite, toujours posté à la même place, invisible aux autres, semble-t-il. Il rêve de cet étrange regard qui perce le tumulte des ouvriers, comme si la mer elle-même s'incarnait en cette femme,
témoin muet du défi lancé à son royaume. Il n'en parle à personne, redoutant les rires ou la peur qu'il provoquerait, mais tout en lui sait que quelque chose veille sur le chantier, guettant, attendant. Ce sentiment diffuse insidieusement parmi les hommes. Les accidents, rares au début, se multiplient. On hésite à s'aventurer, à la nuit tombée, sur les ponts inachevés. Des bruits, jamais entendus auparavant, courent dans les entrailles du Titanic. Grincements, soupirs, voire, jure-t-on, des voix lointaines, chevauchées par le vent du large. Certains disent qu'il s'agit des esprits de la mer, froissés par l'arrogance de ces hommes qui veulent leur voler la suprématie des vagues. Les ingénieurs, eux, forment un autre camp, scellé dans la certitude du progrès. Lord Peary, président des chantiers, descend parfois inspecter la progression du navire, saluant d'un mot chaque chef d'équipe, prodiguant encouragement, critique, formule de motivation. Il incarne la foi absolutiste dans la technique. On mesure tout, on prévoit tout, et ce que l'on ne prévoit pas n'existe pas. La rumeur courait déjà sur les quais de Southampton bien avant le premier coup de sifflet strident. Le Titanic allait s'élancer, maître incontesté des mers, promesse de triomphe et de modernité. Devant ces flancs immenses d'acier sombre, la foule se pressait, les uns fendant la brume matinale pour entrevoir leur avenir, les autres pour dire adieu à ceux qui espéraient un ailleurs. Le 10 avril 1912 se levait sur cet afflux d'attentes et de drapeaux, tandis que les cheminées du navire exhalaient leur souffle de géant. Sous la verrière étincelante du pont supérieur, les passagers de première classe avançaient en cortège discret, leur malle suivis par une armée de porteurs. Lady Irène d'Anvers descendit prudemment la rampe, ajustant son manchon d'hermine. Son fils, Julian, s'élançait déjà, trop jeune pour se faire une idée de l'événement et tout entier absorbé par la perspective de la mer. À l'opposé, dans le bourdonnement plus humble de la troisième classe, on sentait battre un autre cœur, fait d'espérance et de nervosité. Des familles entières se pressaient sur le pont inférieur, les bras chargés de paquets de fortune, les enfants agrippés à leur mère. Parmi eux, Matteo Fabri, ébéniste italien, serrait la main d'Anna, sa femme, tandis que le petit Paolo marchandait pour une place contre le bastingage, espérant croiser le regard des mouettes. Un air d'orchestre, tempéré par la distance, flottait dans l'air diaphane, mixte de fanfares et de brouhaha. Les amarres crièrent une dernière fois, et la coque titanesque se détacha lentement du quai, les hélices s'éveillant sous l'eau avec la promesse d'une puissance contenue. Le Titanic glissait, imperturbable, majesté flottante sous l'œil d'un jeune mousse, William, qui n'avait que 15 ans et le cœur gonflé d'ambition. De la passerelle, le capitaine Edward John Smith observa le balai des remorqueurs qui s'affairaient comme des insectes autour du colosse. Sa barbe blanche semblait absorber l'humidité des embruns. Il salua d'un geste digne le petit peuple massé sur les quais. Un chapeau, une main tendue. Pour certains, ce geste resterait comme l'adieu à une terre qu'ils ne reverraient jamais. Sur le pont A, dans le grand salon, une assemblée d'hommes élégants débattait. Il était question de la route, des icebergs, de l'expédition à venir. Sir Archibald Carter, diplomate vieillissant, opinait, la voix calme, tandis qu'à ses côtés le jeune inventeur Harold Marston, lunettes cerclées d'or, défendait les vertus du progrès. Rien ne saurait vaincre ce navire, il est le fruit des plus grandes avancées humaines. Voyez cette salle des machines, une cathédrale de modernité. Un steward passa, discret, dépliant le menu du soir, et la conversation glissa sur la longévité des dauphins dans l'Atlantique, puis sur la configuration des cabines royales. Chacun savourait la singularité de sa position. Être parmi les premiers à s'approprier ce vaisseau des superlatifs, à embarquer pour New York sur la Nouvelle Atlantide. Plus bas, entre deux mondes, dans le ventre du navire, les forges résonnaient. Une chaleur lourde, chargée de la rumeur sourde des machines, enveloppait les chauffeurs, irlandais, galiciens, suédois, tous allés par la poussière de charbon. Patrick Riley, front perlé de sueur, partageait une blague avec un collègue.
ses mains usées déployant la force tranquille de ceux qu'on n'admire jamais mais dont l'effort porte les mondes. À chaque pelletée, c'était un peu de leur vie qu'ils jetaient à la fournaise pour porter le rêve au-delà de l'horizon. Sur le pont Promenoir, la lumière se faisait plus douce alors que le port disparaissait peu à peu, avalé par la brume. Lady d'Anvers, attirée par la promesse de la mer libre, guida son fils vers la rambarde. Julien regardait les mouettes en silence. Il imaginait qu'elles surveillaient le navire, mussaient leurs plumes sous l'effort du vent, curieuses d'un tel monstre d'acier. « Tu vois, mon garçon, dit Lady d'Anvers, sa main sur l'épaule de Julien, nous sommes sur le plus grand navire du monde. Rien ne peut arriver ici, tout s'écrit à neuf. » Julien, rêveur, se pencha, apercevant la longue cicatrice d'écume que le Titanic dessinait dans l'eau sombre. Il pensa aux histoires de marins racontées par le majordome, à des sirènes arpenteuses de tempête, à la peur des monstres marins. Mais ce vaisseau, avec ses grands ponts miroitants et son orchestre suspendu dans les airs, semblait lui promettre que la mer n'était désormais qu'un beau théâtre, domestiqué, prêt à abriter de nouveaux contes. Le soir arriva sur le navire comme un long souffle de velours. Les salons s'animaient aux lampes électriques, reflets cuivrés sur les dorures, et le dîner n'était plus très loin. Dans la salle à manger de première classe, on dressait les tables, nappes immaculées, argenterie miroitant, bouquets frais. Sœur Archibald, cravate droite et boutonnière soignée, fit son entrée, admirant la profusion des mets. Son voisin, le financier américain Samuel Wexler, évoquait le bouillonnement de New York. « D'ici quelques jours, nous serons dans cet autre monde, cette ville qui ne dort jamais. » Leur enthousiasme couvrait à peine une note d'inquiétude sourde, la crainte diffuse de ceux à qui tout sourit, et qui pressentent parfois, par un frisson, la fragilité du triomphe. Dans la salle commune de troisième classe, le tumulte était d'une autre nature. Chaises en bois, rires cassants, un accordéon improvisé. Matteo, Anna et Paolo s'installèrent sur un banc, partageant leur dîner de pain, de fromage et de pommes. Un air d'Italie s'échappa, filandreux, et bientôt un cercle de passagers battait la mesure du talon. Russes, Scandinaves, Irlandais, tous réunis par la promesse lointaine de l'Amérique. Anna, tendre, passa la main sur la tête de Paolo. Ses yeux suivaient l'énergie nouvelle de ce fils qui déjà rêvait dans une langue étrangère. Le Titanic vivait ainsi sa première nuit en mer, se glissant, telle une forteresse lumineuse, sur la mer d'encre. Le ciel relevait un collier de constellations, et tous ou presque regardaient vers l'ouest. Tandis que les lumières de la côte s'évanouissaient, chacun menait dans la confidence feutrée de sa cabine ou la vivacité des couloirs, un dialogue silencieux avec ses rêves. Dans la suite luxueuse que Lady d'Anvers occupait, un feu discret crépitait dans l'âtre factice, reflet rassurant. Marie, sa femme de chambre, déployait les atours du lendemain. Lady d'Anvers ouvrit son carnet. Elle y coucha à l'encre fine quelques lignes sur cette journée, s'attardant sur le regard du capitaine, sur le sourire nerveux qu'affichait Julien au moment de quitter le port. Elle se demanda, comme tant d'autres, ce que l'Amérique réservait à ceux qui osaient franchir l'océan non en fugitifs, mais en conquérant d'un avenir neuf. Plus loin, dans les couloirs envahis d'insomnie ou de silence pesant, d'autres destins se croisaient. William, le jeune mousse, tarda à s'endormir. Il avait croisé des regards, surpris des éclats de voix en passant près de la cuisine. Il avait entrevu par la porte entr'ouverte de la salle à manger de troisième classe la chaleur des familles réunies, le froissement d'une nappe dans laquelle il se voyait parfois, lorsque le sommeil le prenait, comme membre d'un grand arbre de silhouettes inquiètes ou heureuses. Pourtant, tout n'était pas sérénité dans le ventre du vaisseau. Dans la salle des machines, l'équipe de quart entamait sa ronde nocturne. Le Titanic avalait la nuit, résonnait des bruits sourds de pistons, de la respiration des chaudières. Patrick, posté près de la commande, songea à sa famille restée à Cork. Les lettres qu'il enverrait de New York, l'espoir de les faire venir l'année suivante. Sous leurs mains, la vie du navire battait au rythme d'un rêve collectif, la volonté obstinée de tenir tête à la mer.
Les jours suivants filèrent dans une routine de découvertes et de surprises. Le soleil se jouait de la houle et donnait au navire l'éclat d'une ville flottante. Les enfants de la première classe prenaient leurs leçons sur le pont promenade, accompagnés d'institutrices sévères, tandis que Julien, trop agité, échappait souvent à leur surveillance pour explorer les coins cachés accessibles seulement aux plus aventureux. Il poussa la porte d'un corridor réservé au personnel, croisa William en pleine course et le salua d'un air complice. Ils échangèrent quelques mots sur les secrets du navire. La pièce sous la proue où les mariniers se rassemblaient, les escaliers dissimulés menant à la timonerie. Julien, fasciné, rêvait de descendre jusqu'aux machines, mais, intimidé par le grondement sourd, s'arrêta dans la salle du courrier où des employés triaient des sacs venus d'Angleterre, d'Irlande, de Scandinavie. Au-dessus, dans le salon aux boiseries de chêne, des dames feuilletaient le dernier roman à la mode ou conversaient sur la pluie de Paris. Sœur Archibald, cigare effilé à la main, contemplait par la baie vitrée la courbe inflexible de l'horizon. Il relut la lettre de sa fille, restée à Londres, et éprouva ce pincement qu'il avait connu autrefois, en jeune homme, devant la mer. Le sentiment d'être à la fois minuscule et souverain, livré à la vastitude du monde. Le navire offrait à chacun la liberté de ses songes, de ses espoirs, et une forme subtile d'égalité. Devant l'océan, tous demeuraient vulnérables, portés par une même coque de promesses. Matteo, assis sur le pont avant, retrouvait chaque soir un petit cercle d'amis. Le Titanic glisse sur l'Atlantique, vaste nuage blanc posé sur la houle, et tous ces ponts bruisent d'existence entremêlée. On aurait pu, par une étrange magie, descendre les escaliers, traverser une porte battante et traverser les époques comme des couches de rêve. Chaque étage vibre d'une rumeur particulière. Le pont supérieur s'orne de balustrades élégantes, de dorures et d'un parfum léger de gardénia. On y marche à pas feutrés, conversant dans le sillage du soleil couchant, tandis que le vent joue avec les plumes et les foulards. L'air est pur au-dessus des machines, aussi pur que la première gorgée de cognac, et chaque geste y paraît peser, viatique d'une fortune qui a le temps devant elle. Ce soir-là, la mer commence à changer de teinte, vire du bleu lumineux au gris profond, presque violet. Sur le pont des premières classes, la lumière dorée baigne un univers où tout semble stable, éternel, à l'abri du moindre risque. Un orchestre joue à l'intérieur. Dans le salon de la grande descente, le piano tisse des mélodies anciennes, valse qui s'égare dans les rideaux. Dehors, Lady Catherine Hawkins s'attarde, main gantée sur la rambarde, le regard perdu quelque part où le ciel et l'eau se confondent. Elle est entourée de quelques amis, jeunes hommes et femmes qui rient doucement, glacent leur champagne ou effleurent la nappe du doigt comme pour convoquer un souvenir. Parmi eux, un certain Charles Beaumont, aux yeux vifs, écoute d'une oreille distraite le récit d'un voyage en Afrique tandis qu'il observe, en contrebas, une silhouette qui longe discrètement le pont du second niveau. On a l'impression d'attraper là un écho, la promesse d'une histoire parallèle, jamais racontée dans les fresques officielles. Dans la salle des fêtes, les dames font glisser leurs jupes de taffetas, croisent des regards derrière des éventails, et chaque sourire cherche à se frayer un chemin entre le secret et le désir. Les hommes débattent, cigares en main, de politique et de valeurs immobilières à Londres, mais certains, parfois, se perdent dans la contemplation de la nuit, de cette étrange mer sans port, sans rivage, qui ne promet rien qu'elle ne puisse reprendre. Le Titanic, alors, leur semble un immense animal endormi, si sûr de sa force que personne ne croit vraiment aux peurs anciennes. Dans les couloirs feutrés, enfermés dans leur cocon de luxe, certains passagers ressentent pourtant un frisson, un petit fil de glace sous la peau. Ce n'est pas la peur, pas encore, mais plutôt ce vieux pressentiment qui parfois précède l'inéluctable. On dit que la voyante, celle installée dans l'ombre de Southampton avant l'embarquement, aurait murmuré à voix basse « Cercueil de fer ». Il traversera les eaux, mais jamais ne reviendra. À cette époque, on sourit à de telles histoires, car l'acier, les rivets et la vapeur sont la vraie magie moderne. Mais dans l'obscurité croissante, quand le navire s'allume comme une île flottante, l'expression prend un autre poids.
Plus bas, sur le pont de la 3e classe, tout est différent. L'air y est plus dense, lesté d'odeurs de houblon, de pommes et de cuir. Les familles venues d'Irlande ou de Scandinavie, d'Italie ou de Pologne, se sont appropriées le linoléum et le bois brut. Ici, on chante, on tape dans les mains, on danse debout au rythme d'un accordéon usé. Les enfants courent entre les jambes de leurs parents, laissent des traces de petites mains sur les murs, tandis qu'au fond, le vieux Seamus Murphy, installé sur une caisse renversée, raconte des histoires de banchers et de rochers hantés. Ce soir-là, la chanson a commencé doucement, une ballade à propos d'une fille partie pour l'Amérique, et les souffles se sont unis pour tisser une trame chaleureuse que même l'océan n'a su dissoudre. C'est un air venu d'ailleurs, porteur de toutes les attentes entrevues à travers la hampe d'un drapeau, luisant comme une étoile inaccessible. Les vétérans de la mer hochent la tête, les yeux embués de rêves déjà trop vieux. Femme ou homme, chacun porte sa propre légende. L'une rêve de retrouver un mari disparu, l'autre de poser enfin son sac dans un pays où le mot « fin » n'existe pas. Dans cet espace, la peur ne vient pas en habit chic, mais dans les ombres qui flottent derrière les lampes. Quelques-uns se souviennent de la voyante, celle qui tirait des cartes au marché. Ils se passent le mot, presque en riant, car la superstition est l'ultime luxe de ceux qui n'ont rien à perdre. Toutefois, après minuit, une fois la dernière chanson échappée, lorsque la fournaise des machines couvre à peine les palpitations du navire, certains se tournent vers la coque, croient entendre, là-bas, le tintement lointain du malheur. Ou, peut-être, est-ce simplement la mer qui parle. Parfois, au détour d'un couloir, les mondes se croisent sans se voir. Marie O'Connell, rousse flamboyante, tenait son petit garçon par la main et, le temps d'un instant, elle lève les yeux et aperçoit, par le hublot, un couple en habits scintillants danser sous un lustre de cristal. Elle sent alors la distance, une frontière invisible aussi solide qu'une montagne. Mais la tristesse ne dure pas, car à côté, une vieille femme chante, et le garçon prend la main de sa mère pour l'entraîner dans une farandole improvisée. Chaque nuit, des silhouettes veillent le long des coursives silencieuses. Les stewards de première classe dépassent ceux de 3e, leurs pas résonnant différemment selon le sol foulé. La même question revient, ténue, difficile à formuler. Le Titanic porte-t-il une chance nouvelle ou un danger à peine dissimulé sous ses voûtes d'acier? Dans la grande salle à manger, le dîner s'étire jusqu'à l'aube. Les plats succèdent aux verres, les conversations flottent dans un nuage d'épices et de rires contenus. Deux Américaines discutent à voix basse du vieux continent, regrettant à peine la chaleur du Mississippi. Elles vantent la sécurité du navire, évoquent la gloire du progrès, mais l'une hésite, confie à l'autre avoir rêvé d'un océan de glace. La rumeur du cercueil de fer revient, amuse quelques convives, inquiète d'autres. À l'écart, le commandant Smith arpente le pont, saluant d'une main toujours polie les passagers installés près des rambardes. Sous sa moustache neigeuse, il cache un trac ancien. Il sait tout du navire, du bruit de ses chaudières, du souffle chaud des turbines, mais ce qu'il ne peut maîtriser, c'est l'humeur de la mer ni les songes de ceux qui l'habitent. Il songe à la voyante, aux mots propagés de bouche à oreille, au destin tissé quelque part entre Southampton et New York. Au même instant, dans les cuisines où la chaleur tangue comme une bête captive, un jeune marmiton s'arrête, levant le front au-dessus d'une montagne de vaisselle. Il guette, par le soupirail, une lumière étrange, peut-être un reflet venu du dehors, peut-être un vaisseau fantôme. Il se rappelle lui aussi les histoires racontées par sa grand-mère, dans une langue oubliée, et se demande ce que pensent les passagers si bien habillés là-haut, des âmes, des fantômes, des destins. Sur le flanc du navire, la mer gonfle sa respiration. McCarthy, le veilleur du pont, scrute les vagues. Il n'a pas peur, mais, ce soir, quelque chose le trouble. Une brume qui danse juste à la limite de la lumière, une forme noire que l'écume n'arrive pas à dissoudre. Il se souvient du conseil murmuré avant d'embarquer. Les navires trop fiers attirent les regards des profondeurs. Mais il se force à sourire,
sa main sur la corne de brume, car ce sont là des histoires d'enfants, bonnes à effrayer les inexpérimentés. Pendant ce temps, cachés dans les coursives, des enfants explorent, déjouent la vigilance du personnel. Ils se racontent des histoires interdites, celle d'une dame blanche qui viendrait, la nuit, poser sa main sur le cœur des endormis. L'un d'eux assure avoir vu, derrière la porte d'une cabine condamnée, une ombre qui n'appartenait à personne. Ils se font peur et rient, puis s'enhardissent à glisser sous les bancs du grand salon, espérant surprendre une part de ce luxe inaccessible et inconnu. À la première lueur de lune, le paquebot brille de mille feux. Les reflets dansent sur les hublots, transformant les ponts en un théâtre d'ombres mouvantes. Cellier, garçon de cabine insomniaque, traverse le couloir de la 2e classe. Il aime le silence des lieux, l'odeur de savon et le cliquetis des clés. Ce soir-là, il croise un vieil homme, vêtu simplement, qui s'arrête, l'air hagard. L'inconnu salue à voix basse, demande le chemin du pont. Il cherche la bonne étoile, dit-il, celle qui, selon sa mère, protège les voyageurs. Cellier le guide, croit voir dans ses yeux une prière ou un secret. Dans un carré reculé, près du poste d'équipage, quelques marins tuent le temps. Leur chef, vieux baroudeur à la barbe blanche, fume une courte pipe, racontant des récits d'épaves englouties, de mers si froides que les oiseaux tomberaient du ciel. Ces histoires captent l'attention des plus jeunes, qui, surpris par la peur, se signent furtivement, persuadés qu'il vaut mieux se ménager les faveurs de l'inconnu. La salle du télégraphe brille de lumière rose et verte. Phillips, le jeune opérateur, interrompt le tapotement familier du code Morse pour écouter la mer par le hublot minuscule. Il imagine les milliers de destins portés sur ces ondes, les mots d'amour, les promesses, les ordres impératifs. C'est un fil invisible, tendu loin devant le Titanic, un espoir d'ailleurs, funambule sur la crête du hasard. Les heures avancent. Sur le pont de promenade, Lady Catherine Hawkins ne trouve pas le sommeil. Elle s'enroule dans un châle, s'arrête près de la proue, à l'endroit où l'on a dit voir, 2 nuits plus tôt, une femme en pleurs. La nuit du 14 avril enveloppait l'Atlantique d'un silence de velours. Un silence que rompait à peine le sillage régulier du Titanic, arrachant de pâles reflets aux flots assoupis. Il n'y avait pas de lune, pourtant 1 million d'étoiles piquaient la voûte céleste, aussi claire que si elles eussent dansé toutes proches, au gré du léger roulis du paquebot. Sur le pont, la brise mordait, glaciale, mais personne n'aurait pu appeler cela un vent. C'était l'absence qui régnait, le calme démesuré de l'océan dormeur, la surface lisse et noire sur laquelle leur coque géante filait, comme suspendue au-dessus du vide. Dans la cabine des opérateurs Marconi, Jacques Phillips et Harold Breed étaient englués dans la routine. Les doigts voltigeaient sur la clé Morse, expédiant des messages de passagers, saluant à la volée d'autres navires dans la nuit. « Bonne traversée », disaient les officiels. « Tout va bien », renvoyaient les opérateurs. Mais ce soir-là, les ondes s'emplissaient tout à coup d'avertissements insistants. Ceux du Mesaba, du Californian, du Baltique. Des glaces signalées sur votre route. Champ d'iceberg, veine de banquise, gros morceaux. Prenez garde. Phillips notait le message, mais la pile de messages à transmettre au bridge ne cessait de croître. L'horloge, elle, avançait sans pitié. Les passagers dormaient, pour la plupart. Dans la magnificence ou la promiscuité, selon le ticket qu'ils possédaient, tous étaient bercés par l'illusion que rien, jamais, ne pourra arrêter ce vaisseau prométhéen. Sur le quai des premières classes, quelques irréductibles savouraient encore la nuit sous les projecteurs, pipe ou cigare à la bouche, devisant sur la grandeur de l'Empire, le coût du progrès, la nécessité de rêver en grand. En 3e, on riait bas dans la profondeur des coursives, les yeux mi-clos, rassurés par les craquements rythmiques du monstre d'acier, comme le cœur battant d'une baleine protectrice. Dans la timonerie, le commandant Smith, l'œil usé par des décennies de navigation, affichait un calme irréprochable. Il avait légué la veille à ses officiers et s'était retiré, non loin,
mais pas sans un dernier regard sur les cartes annotées de notre récente Ice-Soutoir. Pourtant, la mer semblait déserte, rassurante. Pas la moindre ride sur sa peau, pas une écume, rien qui trahisse la présence de dangers invisibles. Cette mer-là, souvenez-on dans la marine, était la plus traîtresse, rêveuse et tueuse. Un peu plus haut, lové dans la vigie, Frédéric Fleet tapotait ses gants contre la rambarde. Il oscillait d'une jambe sur l'autre pour maintenir le sang dans ses pieds. Quelque part en dessous, l'énorme château blanc filait, indifférent, les cheminées exhalant un panache doré qui se confondait avec la Voie lactée. Fleet éprouvait une étrange paix dans ce froid, comme si l'absence de vent constituait en soi un présage, doux mais funeste. Parfois, il portait ses jumelles aux yeux, mais ce soir-là, quelle ironie! La vigie avait été privée de jumelles, égarée dans les préparatifs de Southampton. On regardait donc, tout simplement, les prunelles nues cherchant la moindre anomalie sur l'horizon de ténèbres. En salle des télégraphistes, la machine grésillait encore. Ice report. Position. Bride jetait un coup d'œil à la porte, hésitant à interrompre l'officier de quart une énième fois avec un rapport venu d'un navire qu'on ne pouvait même pas voir à l'œil nu. Mais les instructions étaient claires. Ne pas déranger inutilement, sauf si le danger devenait imminent. Nulle urgence, pensait-on là-haut. Le Titanic se croyait invincible, on avait même parlé d'insubmersibilité dans la grande salle à manger. En contrebas, les chaufferies rugissaient d'un feu constant. Les hommes en sueur alimentaient les vierges bouillantes de charbon, le front luisant, la langue sèche sous le poids du travail. Personne n'imaginait, là où la chaleur suintait entre les hauts murs de fonte, que la mer, dehors, était si froide, si calme, si pleine de promesses silencieuses. Mais déjà, le destin dressait son piège. Là, devant l'étrave, la mer s'étirait jusqu'à l'horizon dans une absence de houle presque irréelle. La Normale aurait voulu de petites vagues venant heurter tout obstacle, créant au pied de chaque iceberg une mince mousse blanche sur laquelle la lumière lunaire aurait pu rebondir. Mais ce soir-là, les vagues dormaient, la mer semblait figée. Les icebergs silencieux, tapis dans l'obscurité, se transformaient en pieux d'albâtre, invisibles et sournois. Fleet sentait ses paupières s'alourdir sous le froid, l'habitude, la monotonie. Il se contraignait à scruter l'horizon, à ne pas céder à la lassitude. Ses oreilles, sous la coiffe de laine, n'entendaient que le frottement du vent sur la tôle et la respiration profonde du navire. Soudain, il crut distinguer, là-bas, une lueur blanche, éteinte aussitôt, comme si l'étoile en suspens était tombée sur l'eau pour ne laisser qu'un souvenir blafard. Avait-il rêvé? Il se pencha, fronça les sourcils, chercha un point fixe, une forme plus claire dans le néant. En bas, sur la passerelle, l'officier Murdoch jetait par habitude un coup d'œil à l'horizon. Il connaissait ces nuits où tout se confond, où le froid enlace la vapeur dans des boucles indolentes, où les astres se mirent sur l'eau comme pour brouiller la perception humaine. La veille était tranquille, trop tranquille. Ils avaient reçu les signaux, oui, mais aucun n'avait encore jeté la panique sur la passerelle. On savait la route tracée, on maintenait la vitesse. Les ordres, les records à battre, tout incitait à pousser le navire au-delà du raisonnable. Une cloche retentit soudain dans la nuit. Rien d'extraordinaire, 3 coups, le signal de danger. Fleet, la main crispée sur la corde de la cloche de la vigie, hurlait pour être bien certain d'être entendu, iceberg droit devant. Un écho ténu se répercuta sur la coque. Une tension électrique traversa soudain tous les intervenants postés sur la passerelle et la timonerie. L'instant s'étira, infini, l'officier Murdoch courut aux commandes. « Barre à tribord !» s'écria-t-il, son souffle se mélangeant à celui du vent. Toute la barre à tribord, machine arrière toute. Les hommes se mirent en branle. L'ordre fut relayé, la roue tourna, les hélices ralentirent, gémirent, les machines renâclèrent. Mais le Titanic était un géant lancé à toute allure, et l'inertie, cette force insidieuse, prolongea sa course implacable.
L'avant du navire sembla hésiter, obéissant trop lentement à la volonté humaine. Là, dans la nuit, il y eut un terrible silence alors que tous les regards cherchaient la tache blanche qui venait de surgir. La masse de l'iceberg, immense, plus sombre que les cieux, devint soudain visible, brusquement, à quelques encablures de l'étrave. Ce n'était pas simplement une épave de glace. Elle dépassait la rambarde, se dressant comme un fantôme surgi des profondeurs. Sur le pont, l'air sembla se figer, les conversations moururent sous le choc visuel. Personne n'osait croire ce que ses yeux voyaient. Le Titanic, le roi de l'Atlantique, venait de croiser le chemin d'un géant de glace. La collision, lorsqu'elle survint, ne fut pas le fracas apocalyptique qu'on aurait pu attendre. Ce fut un râle sourd, prolongé, comme l'éventration d'une toile, un raclement violent le long de la coque, déchirant la nuit et les certitudes. À l'intérieur, certains sentirent à peine la secousse, d'autres, plus proches de la proue, entendirent le cri funeste du métal froissé, répercuté entre les murs. Fleet, tout là-haut dans sa vigie, eut la sensation que le temps s'arrêtait. Il vit, comme au ralenti, des éclats de glace projetés dans l'air, entendant le maigre frisson du choc résonner jusqu'à ses os. Sur la passerelle, les hommes se redressèrent, figés par l'effroi et l'incrédulité, observant le monstre de glace glisser le long de la coque, puis disparaître dans l'arrière. Dans la salle des machines, la secousse fit trébucher quelques hommes qui se redressèrent aussitôt, alarmés, le regard cherchant les explications dans la pénombre lumineuse des chaudières. L'ordre fut lancé. Arrêtez tout. Le Titanic ralentit, puis s'immobilisa, comme un géant blessé, la poitrine ouverte, cherchant à comprendre la nature de sa blessure. Au salon, les passagers réagirent en ordre dispersé. Certains crurent à une simple manœuvre, d'autres sortirent sur le pont, intrigués plus qu'inquiets, enveloppés dans des couvertures, les yeux plissés dans la nuit noire. La rumeur s'épaissit. On a heurté quelque chose? Un iceberg, paraît-il. Mais la voix de l'officier retentit, rassurante. Il n'y a rien à craindre, regagnez vos cabines, tout est sous contrôle. Les plus anxieux restaient, le front plissé. Les enfants pleuraient sans raison, sentant dans l'air la trace d'une peur que ni les mots ni l'expérience ne pouvaient dissiper. Dans la salle de radio, Phillips et Bride fixèrent leurs appareils comme s'ils s'attendaient à des ordres urgents. Un silence pesant les enveloppa soudain, déchiré par le battement du cœur du générateur. Le monde attendait, suspendu à 7 minutes. Serait-ce un simple contretemps ou le début d'une catastrophe? Sous les étoiles, le Titanic était à l'arrêt, pris dans un souffle glacé. Le destin, fidèle à son agenda secret, venait de sceller le sort du plus grand navire du monde. La mer demeurait lisse, insondable, indifférente. Les astres continuaient de briller sur l'étendue noire, ignorant la panique qui commençait à poindre dans les entrailles du paquebot. 23h40. Un léger sursaut, presque imperceptible, parcourt le navire. Dans l'intimité des cabines, dans le velours tamisé des salons, la musique se suspend un instant. Tout le monde sent ce frisson, sans encore y mettre des mots. C'est un murmure sourd, un glissement, comme le souffle d'un animal gigantesque qui longe la coque de métal. Certains n'y prêtent d'abord guère attention. La vibration pourrait n'être qu'un caprice de la mer. Mais, dans les recoins silencieux de la proue, là où nul passager ne va jamais, l'eau se ferait déjà un chemin, infiltrant les entrailles de la bête d'acier. Dans la cabine 27, 3e classe, Thomas et Marie sont déjà à moitié endormis, le roulis régulier ayant bercé leur fatigue d'émigrés. Le choc, si mince mais si insolite, ranime une inquiétude ancestrale enfouie en eux, celle des tempêtes sur la côte irlandaise, des récits de naufrages glissés au coin du feu. Marie se redresse, la main sur la poitrine, tendant l'oreille. Thomas, toujours rationnel, lui caresse distraitement les cheveux, murmurant « Ce n'est rien, sûrement, juste un banc de vagues ». Mais elle ne sourit pas. Dans son ventre, le bébé réagit aussi, inconnu des tumultes du monde.
Dans les coursives, quelques voix flottent. Des stewards s'interrogent, murmurent entre eux. On chuchote que des glaçons sont tombés sur le pont avant. Preuve, disent-ils, que le Titanic a caressé la glace. Derrière les portes closes, on entend la mécanique du navire, une respiration profonde et dominatrice qui maintenant hésite comme un organe blessé. Au fumoir de première classe, le whisky s'entrechoque dans les verres ciselés. Sir Reginald Croft, cravate impeccable, hausse un sourcil en sentant la secousse. « Ce n'était pas une vague, tout de même, » dit-il à mi-voix. Son ami Smithry, balayant l'incident d'un revers de main. Les conversations reprennent, mais moins vives, comme si l'étrange sensation de vulnérabilité s'invitait soudain parmi ces hommes qui avaient revendiqué la conquête du monde. Sur la passerelle, murée de vitres, le capitaine Smith rassemble ses officiers, la mâchoire serrée. Des silhouettes blêmes, haletantes, surgissent du gaillard d'avant, vêtements trempés, très durcis par la morsure de l'air. 4 compartiments prennent déjà l'eau. La rapidité du flot glace le sang de Murdoch. « Fermez les cloisons au plus vite !» s'écrie-t-il. La commanderie vibre des ordres qui se transmettent en chaîne muette jusqu'aux profondeurs du navire. Dans la salle des machines, la chaleur écrasante contraste avec la morsure du froid qui s'infiltre ailleurs. Les chauffeurs, torse nus sous la crasse du charbon, sentent sous leurs pieds la rumeur sourde du fer. 1, puis 2, puis 3 compartiments s'inondent. L'eau, d'abord timide, gagne en puissance, giflant les bottes de cuir, dévorant chaque pas. McCarthy, chef de section, hurle des instructions. Il tente d'arrêter les geysers lugubres, de bloquer les vannes, mais la mer avance, patiente et immuable. Sur le pont, quelques passagers sont sortis, curieux de comprendre l'origine de l'alerte. Jacques, jeune garçon de la première classe, agrippe la rambarde, les yeux grands ouverts vers la nuit constellée. Il croit voir, dans l'obscurité, des ombres blanches éparpillées sur la mer, reflets des morceaux d'iceberg dérivant maintenant autour du navire comme des sentinelles. Il frissonne, pas tant du froid que de l'appréhension qui s'installe. À ses côtés, sa mère, élégamment vêtue de dentelle, pose la main sur son épaule, sans un mot, inquiète de perdre la dignité que lui impose la société. En 3e classe, les couloirs étroits résonnent de rires nerveux. Les enfants courent pieds nus sur le carrelage, s'arrêtant pour écouter le grondement lointain de l'eau. Un steward suédois tente de rassurer une vieille dame, mais son accent brouille les explications. Personne ne veut songer à la possibilité d'un incident plus grave. À leurs yeux, l'invincibilité du Titanic est une vérité aussi intangible que celle des continents. Au cœur du navire, Andrew, l'architecte, est déjà penché sur les plans qu'il tient serrés contre sa poitrine, le visage blême. Quand on lui demande son avis, il souffle, le timbre éteint, 5 compartiments. La ligne de flottaison sera submergée. Impossible à maintenir. Les mots tombent comme des lames tranchantes. Près de lui, l'équipage échange des regards effarés. La nuit n'est plus paisible, la gravité du moment s'impose, irrésistible, dans les cœurs. Dans la salle à manger, le champagne refroidit dans les seaux, les serveurs continuent de circuler, comme à contretemps du drame qui se noue. Quelques enfants s'agitent, on entend partout des éclats de voix, des interpellations inquiètes. Pourquoi le navire va-t-il s'arrêter? On explique, on minimise, mais certains convives refusent déjà d'achever leur dessert. Aux portes vitrées, l'écho d'une précipitation contenue. Sous la proue, l'eau gagne. Son invasion est sournoise, méthodique, un monstre patient venu réveiller les peurs enfouies. Les valises entreposées flottent bientôt, s'entrechoquant dans l'obscurité. Un chat acculé dans un coin file vers l'escalier, les poils hérissés, sa présence ignorée des hommes. Plus loin, le contremaître tente de monter une pompe de fortune, mais la mer rit d'avance. Elle n'a nul besoin de hâte. Chaque minute, 100 litres nouveaux. À la radio, les opérateurs frémissent. L'un s'active,
l'autre prend la plume et consigne la température, le point d'impact, l'heure. Déjà, ils envoient les premiers appels, balbutiant le code CQD, sans trop y croire, dans ce salon minuscule où la technologie et l'orgueil des hommes s'étaient, jusqu'alors, illusionnés d'invincibilité. Autour du navire, la nuit déploie un silence surnaturel. La mer, miroitante, s'étend comme une table noire, émaillée ici et là d'éclats de glace flottante. De rares passagers, bravant le souffle coupant de l'Arctique, guettent la silhouette de l'iceberg qu'ils croient discerner à peine, gigantesque, opaque, une montagne surgie du néant. Aucun grondement, aucune écume. Juste la sensation obsédante d'avoir frôlé une force brute que rien ne contenait. Dans la cabine 203, première classe, Lady Bramwell, allongée sur son lit orné de soieries, entr'ouvre les rideaux. Dans ses souvenirs d'enfance, la nuit enceinte de présages mauvais avait toujours ce goût-là. La certitude d'un orage monde, d'une note basse qui s'écrivait comme une sentence dans le cœur des hommes. Elle frotte ses bras nus, se lève, enfile un peignoir, et hésite à ouvrir la porte. Dans le miroir, son visage la regarde, inquiet et âgé, plus que quelques minutes plus tôt. Elle attrape une lettre sur la commode, la relit sans la voir. 2 coups frappés à la porte. Sa femme de chambre, qui murmure « Excusez-moi, my lady, il y a, je crois, quelque chose. » Impossible de formuler l'inimaginable. Ailleurs, dans les profondeurs du navire, des hommes s'activent, cherchant à comprendre, à endiguer, à contrôler. Mais la coque tranchée se cabre contre leurs efforts. Les matelots, leurs bottes lourdes dans l'eau glacée, déroulent des câbles, ferment des portes étanches, remontent les escaliers en boitant déjà. L'un d'eux se retourne, surpris de voir l'eau grimper si vite, engloutir les planches, dévorer le fer. À la poupe, les passagers les plus intrépides s'interrogent sur la possibilité d'un retour en arrière. Un jeune Italien lance des paris. Le capitaine va reculer, il va nous sortir de là. Un autre, plus discret, se penche sur le bastingage pour écouter. Et soudain, lui aussi, perçoit le bruit nouveau, plus profond, le soupir de la mer traversant le monstre blessé. Dans la salle commune, les familles de 3e classe commencent à s'inquiéter lorsqu'on leur demande de remonter sur le pont, par mesure de précaution. L'air se charge d'un parfum d'angoisse, de non-dit. Certains, disciplinés, obéissent, d'autres résistent, incrédules. Les plus âgés soupirent, les mères serrent leurs enfants contre elles, le regard suspendu à l'attitude de l'équipage, à ces sourires forcés qui trahissent la peur partagée. Dans son uniforme, Smith passe, silhouette blanche, insaisissable. Son visage se perd derrière une concentration absolue. Il échange à voix basse avec Andrew, les mots pesés, secs, sans sentiment désormais. Les décisions tombent, les ordres circulent de quart en quart, la machine impersonnelle d'un sauvetage. Mais, dans l'ombre, l'homme reste, minuscule devant la fatalité qui avance. Au salon arrière, la rumeur du choc commence à s'infiltrer dans les conversations mondaines. Les dames, d'abord inquiètes pour leur mal ou leurs éventails, s'enquièrent désormais de leurs proches. On plaisante, par habitude, pour dissiper la brume d'angoisse, mais le vernis se craquelle vite. Chaises repoussées, verres déplacés sur la nappe, le balai rassurant du luxe sans raie. Les sons changent, des bruits inhabituels, métalliques et sourds, montent de la structure. Certains affirment avoir entendu des pas précipités dans les coursives. D'autres disent qu'on a fermé les portes hermétiques et que jamais pareil événement ne devait arriver à un navire aussi magistral. La peur s'invite, insidieuse, dans chaque phrase. Sur la passerelle, le vent qui souffle du nord est coupant. Les étoiles, par milliers, observent impassibles ce drame naissant. Au loin, peut-être, un autre navire. On scrute la nuit, cherche la lumière, le moindre indice d'aide. Le Titanic demeure planté là, blessé mais insoumis, sa masse gigantesque flottant au-dessus du vide, avec l'arrogance d'une ville naïve.
Minuit s'était étalé sur l'Atlantique comme un drap de velours usé, ployant sous le poids d'un chagrin qu'il ne savait nommer. La lune elle-même, isolée et spectatrice, contemplait le Titanic, ce palace flottant devenu, dans la nuit nouvelle, le théâtre d'une tragédie qui, lentement, s'annonçait inéluctable. L'eau noire gagnait du terrain sous la coque, serpentant entre boulons et rivets, léchant la moquette, traînant déjà les échos des soupirs étouffés, des rires gênés, des chuchotements inquiets. Dans le grand salon, sous les dorures ternies par le stress, l'orchestre achevait une pièce, les archets glissant encore alors que le monde semblait suspendu, lui aussi, au bord du silence. Harold Hartley, encore sanglé dans son veston, se tenait droit, le menton relevé, les paupières lourdes d'une dignité farouche. À côté de lui, Roger Bricou s'accrochait à son violoncelle comme à une ancre, laissant ses doigts courir sur les cordes, tandis que Wallace Hartley, le chef, levait de nouveau la baguette pour donner le rythme. Près d'eux, John Woodward soufflait sur ses doigts, les frictionnant à la hâte. L'air, soudain, semblait glacial, comme si le timonier du navire, là-haut, avait appelé la banquise dans la salle. Les voyageurs, emmitouflés, s'étaient massés autour de la musique. Certains par obéissance à la coutume, d'autres par pur effroi, craignant de regarder ailleurs, de voir ce que le monde devenait. Au dehors, les cris s'éloignaient à mesure que l'eau avalait le pont avant. Des silhouettes vacillaient sur les escaliers verglacés, certains grimpaient, d'autres demeuraient où ils étaient, persuadés de l'impossible. Quelques femmes essuyaient leurs larmes, pressant contre elles leurs enfants, spectres minuscules dans la confusion. Pourtant, la salle résonnait de cellos et de violons, la musique s'étirait, caresse éphémère enveloppant le navire comme pour le réconcilier avec son destin. Nearer, my God, to thee. Les voix muettes du public épousaient la mélodie, certains murmurant en prière, d'autres immobilisés, les yeux levés vers les lustres déclinants. Personne n'ignorait ce que tout cela signifiait désormais. Il n'y avait plus de barrière entre passagers de première ou de troisième classe. Tous se retrouvaient, transis, entre la peur et la beauté fugace de ce moment suspendu. Alors que les premières notes s'envolaient sous le plafond, traversant le grand escalier et se faufilant jusqu'au flanc de la coque, on aurait dit que la mer elle-même s'était arrêtée pour écouter. Par les meurtrières ouvertes, le vent portait la plainte des archets. Les canots, là-bas, réfugiés à une distance prudente, paraissaient s'être figés, à travers la brume des soupirs. Certains levaient la tête, cherchant à deviner si le grand navire pleurait véritablement ou s'il rêvait encore. Le commandant Smith, blême et rigide, s'avança parmi la foule. Tous le virent, silhouette d'un autre âge, ses traits burinés plongés dans un état d'hébétude polie. Il s'arrêta non loin de l'orchestre, un instant, écoutant, puis porta la main à sa casquette. Un geste faussement anodin, mais dans ses yeux sablonneux, on croyait lire une reconnaissance infinie pour ces hommes qui, dans l'adversité, préféraient jouer. La température chutait sans cesse. Chaque souffle semblait plus dense, chargé d'un givre invisible. Le sol vibrait parfois, rappel sur que le ventre du navire se débattait avec la mer. Pourtant, la musique ne faiblissait pas. On aurait dit qu'elle puisait sa force dans la catastrophe, qu'elle voulait plier le monde en deux, le consoler avant de disparaître. Des prières montaient par vagues, « Mon Dieu, sauvez-nous !» suivies d'un silence où chaque battement de cœur sonnait le glas. Des mères égrenaient des rosaires, des jeunes femmes serraient des carnets dans leurs poings, griffonnaient des lettres à la hâte. Un garçon, orphelin, se faufilait entre les jambes des adultes, recueillant des biscuits abandonnés par des mains trop tremblantes pour manger. Même les plus endurcis, banquiers, contremaîtres, serveurs, cédaient à la torpeur de la musique. Certains sanglotaient, cherchant à noyer dans la mélodie la terreur qui vrillait leurs entrailles. D'autres croisaient les bras et fixaient le plafond, comme s'ils refusaient à la mer sa victoire. Quelques hommes penchaient à la rambarde, scrutant l'horizon de leurs yeux brûlés d'insomnie. Et puis, entre deux notes, cela arriva si discrètement que la plupart n'y prêta pas attention,
quelque chose monta des profondeurs. Ce n'était pas un grondement, ni le crépitement monotone de l'engrenage, ni même le rugissement distant de la mer sur la coque. Plutôt une vibration sourde, douce, enveloppante, un chant ancestral, porté par le sel et la pierre, la rumeur des abysses. Plusieurs sentirent cette présence, bien plus tôt que la vue. Un frisson remonta le long de leur colonne vertébrale. Les musiciens semblaient, par instants, hésiter, comme en attente d'une réponse. La mer, en surface, devenait miroir, et le navire, suspendu sur le fil de la nuit, se reflétait lui-même immense et vulnérable. Le chant s'intensifiait, parcourant les flancs du Titanic, effleurant les pieds des passagers, s'immisçant dans l'esprit de ceux dont l'âme était restée ouverte à tous les mystères. Personne n'aurait pu dire s'il s'agissait d'un caprice du vent, d'un jeu cruel de l'acier tordu, ou d'une voix venue de l'océan lui-même. Les mots échappaient, mais la sensation restait, palpable. Quelque chose, là-dessous, écoutait. Les plus sceptiques blâmaient leur fatigue. La panique, sans cesse contenue, avait engourdi leurs sens. D'autres cherchaient le regard d'un voisin, espérant deviner une confirmation silencieuse. Un marin, les joues blanchies par le froid, s'accrocha au râtelier, écoutant lui aussi, oublieux du temps, perdant tout repère. Il se sentit, l'espace d'un instant, enveloppé par cette pulsation, sorte de suite funèbre pour les mondes engloutis. Certains fermaient les yeux, préférant s'abandonner à la musique terrestre, au entrelacs de cordes et de cuivre. Près de la proue, une jeune Irlandaise portait sa croix à ses lèvres, répétait les paroles du cantique, mue par un élan qui n'était ni foi ni peur, mais cette conviction que les deux rives, celle des vivants et des morts, s'étaient rejointes, ne serait-ce qu'un moment. Elle entendait, sous la mélodie, la berceuse de son enfance, et puis au-dessous de tout, le vaste soupir de la mer. Le chef Hartley gardait la mesure. Sa paume soulevait, abaissait, dessinait une arche dans l'air dont la gravité rappelait la liturgie d'une église disparue. Le violon de Bricout lançait des appels clairs, qui s'effritaient dans la courbe du piano. La salle, tout entière, priait, sans plus y songer. Les passagers écoutaient, espérant que la prière se porterait jusqu'à Dieu. Dans la lumière trop blanche des lampes électriques, les visages se dissipaient en taches, les yeux luisaient de larmes, les mains tremblaient. Des enfants suppliaient le ciel, des vieillards réclamaient l'étreinte disparue d'un être aimé. Certains écrivaient, mécaniquement, des noms sur des bouts de papier. Pour que quelqu'un sache, songeait-il, même si la mère n'avait pas coutume de rendre ce qu'elle prenait. Les musiciens, eux, jouaient avec la ferveur de ceux qui n'espèrent plus rien. La musique n'était plus là pour rassurer ni distraire. Elle était l'instant même, le souffle partagé, la poignée de main invisible. Par la fenêtre, un reflet. On voyait dans la mer la silhouette du paquebot, les morceaux d'iceberg, les canaux, les étoiles penchées dessus comme pour y lire le sort des humains. Sur la plage arrière, des couples s'étreignaient, murmurant des je t'aime arrachés, mêlés de frissons, qui, à la moindre secousse, devenaient adieux. Édouard, un steward à la chevelure rousse, glissa jusqu'au salon, essuyant ses paumes dénudées sur sa veste râpée. Il traversa une marée de regards vides, tentant de rassurer, hésitant sur les mots. Au fond, il aperçut les musiciens, transis, les archets tendus comme une épée, chaque note devenant testament. Il se sentit envahi par le désir de prier, mais ce soir-là, les mots semblaient trop petits. Derrière lui, une vieille dame, toute de noir vêtue, chantait doucement, bousculant à peine l'air. Dans son regard humecté d'effroi, on lisait la certitude que ce n'était pas la première fois que le monde vacillait. Un jeune couple à proximité se penchait l'un contre l'autre. Elle caressait la joue de son fiancé du bout des doigts, comme pour y inscrire son souvenir. Eux aussi écoutaient, cherchaient dans les inflexions du violon une promesse que le matin arriverait bien quelque part. L'eau progressait. On entendait, loin dans les coursives, le glouglou régulier de sa montée. Les navires distants formaient autour du Titanic une constellation de flamèches,
parfois le clignotement d'un projecteur, parfois seulement la lumière trompeuse d'une étoile. Ceux qui priaient poursuivaient inlassablement leur litanie, alternant murmures et silence. La mer, dans sa patience funèbre, persistait à refléter le ciel, l'acier et la chair. Puis, alors que la musique semblait se fondre dans le bruit même du navire, quelque chose vacilla dans le chant venu du fond. Plusieurs crurent, en l'espace d'un battement de cœur, percevoir une phrase, articulée dans une langue oubliée, une supplique des peuples dont ne subsistaient que des ossements, des songes et de vieux contes d'épaves. 2h20. Déjà, la coque n'est plus qu'une ombre hésitante, piquée de brèches, de feux mourants, de silhouettes entassées en bordure de métal froid. Beaucoup se cramponnent encore aux rampes, aux plots, aux éclats d'espérance. Bientôt, les hublots se noient sous le flot épais, le cri des hommes diffère, rauque, arraché aux entrailles, puis revient, déchirant la clameur du naufrage. Mais la grande masse, lourde de tous ses rêves brisés, de toutes ces salles désertées, de l'orchestre qui ne joue plus, bascule enfin vers la nuit cosmique. La cheminée détachée offre encore un râle, un bruit de fonte écorchée, avant de céder à l'abîme. La proue luit sous la lune, glacée, alors, repliée, la nuit se referme, sans remords. Dans l'eau, les cris persistent, tenaces, poignards à la surface noueuse. Les gilets blancs pulsent entre les nappes glaçantes, les bras fouettent l'océan, les mains cherchent la chaleur, la voix d'un père, le nom d'un fils, une promesse d'aide. Mais au loin, les canots dérivent, distants, impuissants et assourdis. Peu à peu, les clameurs faiblissent, étouffées par la morsure de la mer, la fatigue, le renoncement, et puis enfin, le froid qui éteint les dernières étincelles de résistance. Un court instant, la surface frémit. Des bulles, grosses, désespérées, se tâtent vers l'air hypnotique. Une gerbe sombre, un chapelet de trésors hétéroclites, éclate en silence. Tout ce qui n'a pas réussi à sombrer avec le navire se disperse. Vanity cases dorées, cheminées de poupées, assiettes en porcelaine fleurie, chapeaux effilés, journaux froissés, la clé d'un coffre qui n'ouvrira plus rien. Un mouchoir brodé tournoie, porté par une circulation indifférente. Une montre à gousset brille un instant, réfléchissant le peu de lumière, promise à la rouille. Sous la surface, le navire entame son lent voyage dans la verticalité de la mort. La gravité attire tout ce qui résiste, arrache les caisses, les portes, les tissus, les songes. Le bois se disloque, le métal crisse, le verre éclate, chaque étage cède, gronde puis s'agenouille devant le poids de la mer. Le Titanic, ce palais flottant, renonce à son ancienne nature. Là-haut, la soirée fut grandiose, emplie de phares, de rires et de valses. Ici, il n'en reste qu'un contenant vide, carcasse évidée, englouti par la fraîcheur impitoyable. Les escaliers de marbre ne conduisent plus nulle part. Les miroirs rendent un dernier reflet de ténèbres aquatiques. Les lampes s'effacent une à une, happées par la fausse aurore du plancton. Il y a des fauteuils renversés, des tables encore dressées, des souliers abandonnés, une poupée de celluloïd à peine ternie par le sel, suspendue dans la confusion aquatique du grand hall. Son regard vide s'adresse à la confusion du courant. À côté, un livre s'est ouvert sur une page, laissant s'envoler, lettre à lettre, les mots de son propriétaire, une histoire interrompue. Dans les salons de première, des serviettes monogrammées flottent, arrachées par la houle, indifférentes à la hiérarchie des feintes. Le tapis de la salle de bal se soulève, gigantesque peau malmenée, et les partitions abandonnées dans l'orchestre se délitent doucement, dernière trace des harmonies perdues. Plus bas, dans le sillage du navire qui coule, d'autres objets dérivent encore dans la nuit. Ouverts par surprise, les tiroirs du bureau principal ont laissé s'échapper des liasses de lettres jamais envoyées, de messages d'adieu, de billets d'amour ou de confession, plumes et encriers roulant tour à tour sur le plancher en pente pour venir se poser contre la vitre déjà éclatée. Des alliances se sont défaites. Sur la moquette, le collier de perles d'une passagère claque comme un chapelet inachevé. Nulle main ne viendra plus le recueillir.
Au dehors, la mer travaille à ses destructions. Chapelles, cales, cuisine, rien n'est préservé. Les paniers de pain roulent parmi les carafes éclatées. Le blason du navire, lui, continue quelques instants à veiller, majestueux, avant que le sel n'en ronge les dorures. Une poignée de valises s'ouvre dans la spirale descendante, livrant leurs secrets liquéfiés au gouffre. Entre les chemises soigneusement pliées et un carnet d'adresses scripte dans une encre noire, une photographie d'enfant se détache, gonflée, le sourire figé à jamais, vision fantomatique, souvenir muet d'une vie heureuse arrachée à l'histoire. Un autre bagage s'est éventré, libérant des jouets métalliques, des billes de verre, un ourson en peluche dont la fourrure se hérisse dans le flux, frissonnant d'un effroi sans nom. Dans le silence qui suit, chaque objet devient l'écho d'un monde perdu. Il n'y a plus que ce bruissement, diffus, d'innombrables fragments. Lambeaux de Soye, Morsaux de Ruban, Eventails ternis, Elaïensis separes. Les assiettes ornées, fichues de coups par la tempête, tournoient au ralenti, gravitant autour de leurs propres souvenirs. Le navire s'enfonce, craquant sous la pression, balayant d'un tourbillon discret les couloirs familiers. Les cabines des riches endormis se vident, les fourrures flottent comme d'étranges animaux. La porcelaine se cogne aux boiseries précieuses. Dans la salle de télégraphie, le dernier message, jamais envoyé, flotte comme une supplique non exaucée aux étoiles. Bientôt, pourtant, tout redevient simple. Les sons s'amenuisent, s'étouffent. La mer possède son propre empire, exempte de futur ou de passé. Elle avale, bride, efface. La surface, houleuse, ne laisse plus rien voir. Seules quelques épaves minuscules dérivent, mais là, plus bas, le silence est enfin total. Comme si l'océan lui-même, témoin de la tragédie, avait décidé d'accorder aux géants écrasés un répit funèbre, une dignité muette. Le froid règne. Plus bas, la nuit est déjà définitive. Les arêtes du Titanic, faiblement mordues de lumière résiduelle, s'estompent entre les grains de sable et les nuées d'êtres minuscules. Des fragments de lampes tombent, assemblant aux alentours une brève rosée de verre, peuplée de reflets absents. Ça et là, il demeure des volutes de fil blanc, vestiges du linge de table, des perles enlaçant des boutons de manchette. La splendeur réduite à de discrètes constellations familiales. Dans ce tombeau mouvant, toute trace humaine a disparu. Des silhouettes se sont abandonnées à leur sort, mais ici, dans la grande nuit, nulle âme ne veille, nul souffle ne dérange la tranquillité nouvelle. Les choses sombrent lentement, avec la patience de la pierre. Une horloge cesse de battre, dans l'escalier déserté, la dernière seconde gommée par le ressac des siècles. En haut, à la surface du monde, la tempête s'éloigne. Les canaux recueillent la maigre poignée de survivants, blêmis, muets. Ils écoutent dans les ténèbres le silence abominable revenu, ce vide que les sanglots n'osent combler. Leurs yeux cherchent, désespérés, un signe du passé, mais l'horizon ne trahit rien, hormis, de loin en loin, la dérive d'un chapeau de feutre, un coussin cramoisi, la caresse froide d'un carnet d'adresses, égaré. Et la mer referme tout, absorbant le bruit, les corps, les noms, les cris. Le Titanic descend dans les limbes, lentement, intégralement, rêve englouti, chronique interrompue. Les objets, disséminés dans la gangue d'eau, deviennent les vestiges d'une arche de souvenirs, flottant sans but, jusqu'à ce que la gravité, patiente, les aspire vers le fond. Parfois, un coffre étrange, une boîte à musique inachevée, entonne son air dans la brise sous-marine, puis se tait pour toujours. Dans ce silence, tout poids s'efface. Les lettres jamais reçues, les journaux abandonnés, le trousseau de mariage, les esquisses de l'enfance, tout coule à la même vitesse, revêtant la même tristesse liquide. Parfois, un bambin, bercé par le hasard des courants, entrelace ses doigts jusqu'à ce qu'il ne serre plus rien et qu'il bascule, paisible, dans les bras d'une obscurité sans fond. Le grand rôle n'est plus que poussière et carcasse. Les escaliers, jadis noirs de monde,
s'ancrent dans la vase, assourdis. Les panneaux de bois sculptés prennent l'apparence d'une forêt engloutie, peuplée d'étoiles qui n'en sont pas. Les caisses de linge bradées flottent dans un dernier balai disloqué, vite dispersé par l'indifférence de l'océan. Les lampes électriques, arrachées, hésitent entre la flottaison et la chute, mais bientôt, le froid réclame tout, la lumière, la mémoire, la certitude. Parmi les débris, un jouet d'enfant voyage longtemps, remontant, redescendant, indifférent à l'origine comme à la destination. Sur sa surface écaillée, le prénom Edith subsiste encore, gravé par une main prévenante qui n'a pas survécu au désastre. Non loin, des assiettes perlées de sel dessinent de fragiles mandalas dans le limon. Œuvre sans spectateur, souvenir sans récit. La nuit se referme sur l'épave, ne laissant à la surface qu'une mousse inquiète, quelques éclats de peinture, l'espérance crevée comme une bulle. Mais plus bas, dans la grande chambre des abysses, plus rien ne bouge. Tout est silence, recueillement. Les abîmes, avides, accueillent le navire et en font leur roi prisonnier. Les projets, les fêtes, les serviettes brodées, la vaisselle délicate, les alliances gardées toute une vie. Tout se confond, rejoint une mémoire sans célébration. Une civilisation entière s'endort là, minuscule et muette, à l'abri de la lumière. Le jour se lève lentement sur l'Atlantique, une lueur pâle diluant le noir d'encre de la nuit. La mer, qui paraissait cruelle et infinie quelques heures auparavant, s'étend maintenant, calme et indifférente, nulle trace du drame restant sinon la présence éparse de canots ballottés par un clapotis monotone. Sur les flancs humides du Carpathia, des silhouettes tachetées sont hissées une à une, allées hors de la brume du petit matin, tandis que la corne du navire retentit, perçant le silence avec une insistance grave, presque respectueuse. Là, sur le pont, commence le réveil douloureux des rescapés, un retour hésitant au monde des vivants, alors que dans le dos, ils sentent la morsure fantôme du froid et la main glacée de la nuit passée. Les hommes d'équipage tendent les bras dans un élan de solidarité muette. Chacun, en tirant sur la corde ou en recevant les passagers épuisés, comprend confusément qu'ils ravivent les vestiges d'un naufrage trop vaste pour être consolés. Les regards croisés se détournent aussitôt, de peur d'y voir la stupéfaction ou le désespoir s'échapper. Dames en manteau trempé, enfants aux traits bleuis, hommes au visage ravagé. Tous sont accueillis d'égal à égal, la dignité fragilisée mais maintenue, le corps amaigri mais debout. Dans la salle à manger, hâtivement transformée en hôpital de fortune, le silence règne, entremêlé du cliquetis discret de tasses de thé. Aux tables alignées, certains fixent le vide, soulèvent leurs mains abîmées devant leurs yeux, incrédules d'être encore capables d'un tel mouvement. L'odeur de laine mouillée, de sel et de corps transiplane, tenace. Le murmure de voix résonne parfois, paroles chuchotées plus pour vérifier la réalité que pour communiquer. Quelques enfants, serrés dans les bras de leur mère, plongent dans un sommeil agité, secoués de sanglots silencieux, somnambules que la peur retient encore au seuil du rêve. Une infirmière, relevant la tête d'une passagère recroquevillée, voit dans ses prunelles la terreur figée. Aucune larme ne coule. C'est la stupeur qui s'est installée, le regard vidé par une nuit passée à regarder la mort danser sur les crêtes de vagues. L'infirmière parle doucement, répète les mêmes mots rassurants qu'elle chuchotait à tous. C'est fini maintenant. Vous êtes sauves. Mais à l'intérieur, chaque rescapé comprend que le naufrage n'est pas derrière eux. Il commence seulement ici, sur ce pont étranger, au milieu d'inconnus eux aussi mutilés par la nuit. Le capitaine Rostron, impassible mais ému, arpente les rangées, jetant des regards aussi fermes qu'empathiques sur cette assemblée aux membres engourdis. Il se penche, s'assure d'un mot du confort de chacun, donne l'ordre de chauffer l'eau et de distribuer des couvertures supplémentaires. L'équipage du Carpathia se démène, distribuant café brûlant, soupe chaude et mots réconfortants. Chacun, étrangement, se sent investi d'une mission sacrée, racheter l'océan, adoucir l'horreur. Autour des canots flottant toujours à la traîne, la mer dresse son linceul. On perçoit, dans la distance,
le clapot inquiet des montures brisées des rivants. Certains, sur les ponts, se mettent à guetter le nombre des embarcations. Ils chuchotent, font le compte, et bientôt les chiffres prennent un sens funèbre. Il manque tant de vie, tant de rire. Dans la brume dissipée, il n'y a plus trace du Titanic, sauf dans la mémoire douloureuse des survivants. Margaret Brown, assise au bord du pont, serre contre elle une fillette recouverte d'une couverture trop grande. Elle murmure des mots en anglais, en français. Ce ne sont plus vraiment des phrases, mais des prières ou des bribes d'encouragement, qu'importe la langue. Son regard balaie la mer, comme si elle s'attendait à voir refaire surface le paquebot, gigantesque et indestructible, émergeant de ses profondeurs. Mais au lieu de cela, seule l'immensité vide répond au soleil qui se lève. Dans un angle du pont, un jeune garçon fixe ses mains gelées. La veille au soir, il s'est cru perdu à jamais, englouti avec son père et sa mère dans le vacarme de l'eau. Il sent encore, dans ses paumes, la pression de doigts qui se refermait sur les siens, une dernière fois, avant d'être arraché. Aujourd'hui, son corps est vivant, mais son âme, flottant entre deux mondes, refuse de croire à l'aube. Les survivants se dénombrent en silence, créant une litanie intérieure. Ceux qui manquent, ceux qui étaient là, puis disparus, les enfants sans parents, les femmes sans mari, les amis sans amis. Ici, sur le Carpathia, l'identité nouvelle de chacun se forgera non dans l'avenir, mais dans la perte. Chacun prend conscience, par éclats successifs, que la vie ne sera plus jamais la même, que tout ce qui faisait leur univers a sombré avec le navire. Au même moment, à terre, la dépêche a commencé sa course. D'abord murmure, puis rumeur, et finalement cri de panique. Le Titanic a coulé. Dans les rues de New York, du Caire, de Londres, de Paris, les foules se pressent autour des journaux, arrachent les nouvelles aux crieurs, cherchent la liste des survivants. On devine, derrière chaque nom, l'histoire suspendue d'un retour attendu ou perdu. Les mers s'effondrent, les pères fixent l'océan invisible de leurs fenêtres, espérant un miracle. À bord du Carpathia, les heures s'étirent, lourdes et grises. Certains survivants cherchent à se rendre utiles. Ils distribuent des boissons chaudes, consolent les nouveaux venus, racontent à voix basse ce qui s'est passé sur tel ou tel canot. Mais la parole se brise souvent, coupée par des sanglots inexprimés ou par la stupeur qui s'abat tel un voile. D'autres préfèrent le silence, se recroquevillent dans un coin, accrochés à leur solitude comme à une bouée. Les souvenirs flottent dans l'air, incongrus et menaçants, prêts à redevenir réalité au moindre bruit. Madame de Villiers, aristocrate française, cherche dans la foule un visage connu. À chaque silhouette croisée, son cœur bondit d'espoir puis retombe, lourd, chaque fois déçu. Elle se trouve soudain privée de la légèreté des convenances. Ses mains, tremblantes, agrippent le col d'un manteau effrangé, et tout ce qu'elle avait appris à maîtriser, teint, allure, maintien, ne vaut plus rien sur ce pont désolé. Son monde n'a pas juste été chaviré par le naufrage. Il a été anéanti, vidé de sens. Un couple, les Gerhardt, s'étreint auprès d'un hublot, terrassé de fatigue autant que de chagrin. Ils parlent à voix basse, se racontant pour la 100e fois leur séparation sur le pont du Titanic, la promesse de se retrouver dans les canaux, la peur terrible du manquement. Maintenant, ils se tiennent la main, sans la lâcher, de peur que la mer ne les emporte à nouveau. Là-bas, un petit garçon demande où est papa. Sa mère marmonne, les larmes aux joues, inventant une histoire de bateau sauveur, repoussant la vérité encore quelques heures, jusqu'à l'arrivée à New York, jusqu'à l'épuisement ou la délivrance du sommeil. Autour d'eux, d'autres enfants se pressent, inconscients parfois du drame, se laissant bercer par les mouvements apaisants du navire. Toute la journée, les membres de l'équipage du Carpathia travaillent sans relâche. Certains s'occupent des passagers, d'autres rassemblent les effets personnels, les vêtements épars, essayant de donner aux survivants un semblant de dignité. Dans la cale, les valises amoncelées forment un monument absurde à la vanité humaine. De belles robes, des bijoux, des lettres d'amour, des photos de vacances,
autant de souvenirs qui n'auront plus de sens que pour ceux qui en sont privés. À la tombée du jour, la mer paraît apaisée, presque coupable. Les survivants se rassemblent sur le pont pour une prière silencieuse, chacun se tenant debout, tête baissée, formant une constellation de solitude. On entend alors, porté par le vent, le premier sanglot, puis un deuxième. Finalement, la tristesse collective s'exprime, monte en une vague douce, comme pour accompagner les âmes restées là-bas, au fond de l'eau glacée. Le chagrin circule le long des rangs, s'infiltre dans chaque histoire, donne corps à l'absence. Certains, dans un geste instinctif, jettent un objet à la mer. Une alliance, une poupée de chiffon, un feuillet de musique. Chacun, par ce geste, cherche à signifier à l'océan que tout ne lui appartient pas, que tout ne sera pas enseveli sans adieu. Les enfants, eux, commencent doucement à jouer, timidement, sous les regards craintifs de leur mère. Un bateau en papier vogue à la surface d'une flaque sur le pont. On rit faiblement, un rire incroyable dans la brume du désespoir. Ce n'est qu'un murmure d'espoir, mais il s'élève contre la nuit nouvelle qui descend. À la radio, les opérateurs du Carpathia égrènent les listes de survivants, lettre après lettre, voix après voix. La nouvelle traverse l'Atlantique, et chaque nom entendu est une victoire, une prière exaucée de l'autre côté de l'océan. Mais chaque silence, chaque absence dans la liste, laisse derrière lui un sillage d'angoisse. Des femmes se regroupent, échangeant des prénoms, s'enquérant les unes des autres, tissant un réseau de solidarité diffus. Un homme, rescapé de 3e classe, échange un long regard avec une passagère de première, reconnaissant en elle la même blessure. Toutes les hiérarchies sociales ont sombré avec le paquebot. Sur le Carpathia, il ne reste que des histoires de survie et un abîme commun. La nuit tombe, enveloppant le navire d'un suaire de ténèbres. À l'intérieur, certains trouvent enfin le sommeil, un sommeil tordu, hérissé de cauchemars dans lesquels le navire s'incline, la mer envahit tout, l'eau remonte, froide, inexorable. Le submersible descendait lentement, pénétrant l'obscurité liquide comme un rêve. Dans l'habitacle, les explorateurs retenaient leur souffle, seuls dans la pénombre murmurante de l'océan où le temps semblait suspendu. Plus on approchait du plancher abyssal, plus le monde d'en haut se dissipait, remplacé par la danse lumineuse des instruments et l'écho discret des pensées. À travers les hublots épais, le faisceau pâle des projecteurs fendait le noir, révélant par éclat la présence fugace d'une vie sous-marine curieuse. À 3800 mètres, là où la lumière du soleil n'a jamais franchi les flots, une forme massive surgit des ténèbres. Là gisait le Titanic, prodigieux et démembré, son flanc ouvert semblant offrir son douloureux secret. Comme un temple englouti, il imposait silence et respect. La carcasse d'acier, rongée par la rouille, s'étendait vers l'obscurité, ses rampes de laiton recouvertes d'algues dorées scintillantes dans le faisceau des lampes, tel un fantôme royal endormi sous la mer. Les caméras, tels des yeux indiscrets, s'infiltraient au cœur du vaisseau. Les explorateurs suivaient, palais ouverts, le spectacle de ce sanctuaire d'un autre temps. Là, les coursives étaient tapissées de poussière fine qui s'élevait en volutes, effleurée seulement par la vibration du passage, comme si l'air retenait encore le souffle, les mots, les rires d'antan. Dans le hall d'entrée, le grand escalier central se dressait, à moitié effondré mais toujours majestueux, ses marches menant vers un abîme invisible. On devinait de part et d'autre des fragments de boiseries ouvragées, vestiges de l'opulence figée. La lumière glissait sur les arabesques sculptées, s'attardant sur une poignée de portes couvertes de verre de gris, puis effleurait l'ombre d'un lampadaire effondré comme tombé d'un songe interrompu. À travers la coque béante, les caméras pénétraient dans les salons déserts. Dans l'un, un piano à queue reposait, silencieux, son couvercle entrouvert révélant des touches ivoirées sur lesquelles la mer semblait avoir déposé les notes du passé. L'instrument, intact, semblait attendre qu'une main invisible tire une nouvelle fois sur la corde du souvenir pour laisser s'élever la mélodie d'un bal interrompu. Derrière le piano,
Des fauteuils drapés de velours dormaient sous un manteau de particules, presque intact. Sur une table, un vase reposait, vide de fleurs mais plein d'histoire. On devinait le reflet d'un temps heureux dans le verre soufflé, à demi enterré dans la gangue de rouille et de coquillages minuscules. Plus loin, dans une cabine de première classe, l'atmosphère devenait presque palpitante. La porte, entr'ouverte, laissait passer la lumière, révélant la silhouette paisible d'un lit à baldaquin. Les draps, déchiquetés et blanchis par le sel, flottaient doucement à la cadence de la mer. Sur la table de chevet, un livre ouvert maintenait la dernière page tournée, comme si l'on attendait que le lecteur vienne reprendre sa place, sans avoir jamais su la fin de l'histoire. Il y avait dans l'épave une sensation étrange, comme si la vie s'était retirée seulement l'instant d'avant. Tout semblait suspendu à la frontière du réel et du rêve, saturé d'une nostalgie douloureuse. Chaque objet portait la mémoire du geste qu'il avait posé là. Un soulier minuscule, une paire de lunettes à demi voilées d'algues, un collier de perles répandu sur le tapis bleu d'une cabine, candélabre oublié d'une nuit moins sombre que celle-ci. Les explorateurs progressaient lentement, admirant la mise en scène naturelle, improvisée par le naufrage et la mer. Les couloirs étroits menaient sans hâte vers la salle à manger, dont les longues tables étaient encore alignées, telles les sentinelles d'un banquet abandonné. Par endroits, la vaisselle de porcelaine gisait entre les bris, et une chaise à bascule semblait guetter le retour d'un occupant épris de calme. Des cuillères et des couteaux, usés par l'eau profonde, étincelaient par endroits comme de petites étoiles égarées. Le silence qui régnait là n'était pas vide, mais peuplé d'échos sourds. Parfois, une anémone frémissante enveloppait une poignée de porte, investissant l'espace laissé par les mains humaines. Des poissons minuscules, argentés et discrets, faufilèrent leur éclat entre les couverts d'argent et les pans de tenture délavés, héritant du décor, s'invitant dans ce théâtre d'ombre. Quand les caméras explorèrent les cales, elles révélèrent d'autres trésors inattendus. Un ensemble de valises, empilées avec soin, portait encore des étiquettes fatiguées par l'eau salée. Au détour d'un couloir, un coffret à musique énigmatique triturait encore la poignée de son secret, son mécanisme muet recélant peut-être la dernière mélodie entendue par un enfant. Les explorateurs, même séparés du lieu par des couches d'acier et de verre, ressentaient la tendresse et la tristesse de ces reliques. Aux parois, des micro-organismes transformaient la coque en sculpture vivante, filigrane mouvant qui dessinait sur la tôle les vestiges d'anciennes lettres, adresses, rêves. Peu à peu, le récit du Titanic semblait leur parvenir autrement que par l'histoire ou la science. L'épave vivant dans le noir, royale et incomplète, chuchotait par ses détails l'inachevé du voyage et la violence de la rupture. Les passagers et leur destin flottaient, là, en filigrane. Il suffisait de fermer les yeux pour entendre le murmure d'un orchestre, le froissement léger de robes de soie, le fracas soudain de la collision qui avait tout suspendu. La salle de télégramme fut découverte, incroyablement bien préservée. Les boutons en ivoire des appareils brillaient encore, quelques câbles reliés à des boîtiers tapissés de cuivre, tandis que sur une table, un carnet protégé par un écrin d'algues, recélant peut-être le dernier message jamais écrit, un appel resté sans réponse. Les chercheurs étudiant l'image se perdaient à rêver de mains posées sur ces boutons, de voix cherchant le secours dans le tumulte. La timonerie, vaste et inondée d'ombre, demeurait le cœur silencieux du navire. Ses manches à air rouillé guideraient encore des fantômes de commande. L'une des roues, rendue illisible par le temps, semblait vouloir tourner à nouveau, appelée par un capitaine invisible vers une destination inconnue. Parmi les consoles, on trouvait un sextant délicatement posé sur une feuille de carte, comme si la navigation allait recommencer, comme si le naufrage n'était qu'une pause. Plus inquiétant encore était la chapelle, épargnée par miracle. Dans ces bancs, l'ombre de fidèles imaginaires semblait se recueillir devant un autel recouvert d'une fine pellicule d'anémone translucide. Nul son ne troublait ce sanctuaire secret, sinon le bruissement apaisé de l'eau passant à travers l'arrière du navire. On aurait cru surprendre la prière discrète de la coque même,
s'abandonnant à la nuit océane. Dans certains compartiments, des horloges étaient encore accrochées, leurs aiguilles figées sur la dernière minute vécue à bord. Ces cadrans, qui avaient mesuré le défilement du luxe et du drame, semblaient témoigner du choc brutal qui avait relié le Titanic à l'éternité silencieuse de la mer. Le temps, ici, avait perdu son alibi. Il n'était plus qu'une éventualité suspendue. La cuisine du paquebot révélait, elle aussi, une scène figée. Les casseroles, renversées, tapissaient le sol d'inox. Les réserves de vaisselle, empilées soigneusement, témoignaient de l'imminence d'un dîner grandiose jamais servi. Sur un plan de travail, une boîte de biscuits carbonisés, préservée entre deux tiroirs restés fermés, offrait le paradoxe d'un objet vivant, porté par la volonté de subsister, malgré la mort de tout usage. À mesure que les caméras avançaient, de nouveaux détails surgissaient, porteurs de mystère. Sur un rebord, un chapeau de feutre reposait, à moitié dissimulé sous un filet d'algues brunes. Une malle familiale protégée par des couches successives de soie semblait contenir, avec son secret, toute la tristesse d'un départ contrarié. Des lettres, parfois, échappaient à la dissolution. Des mots manuscrits s'ébauchaient encore à travers le papier moisi, adressés aux êtres aimés, peut-être jamais reçus. Dans l'un des salons, près d'une fenêtre éclatée, des verres de cristal demeuraient alignés comme lors d'un toast inachevé. Les éclats de lumière qui les atteignaient prenaient l'apparence d'étoiles éteintes. L'air portait la mémoire de conversations légères, d'échanges passionnés, de promesses murmurées au-delà du fracas. Au mur, les moulures décoratives, griffées par la lente érosion mais encore visibles, racontaient l'élégance d'un art de vivre perdu au fond de la mer. L'ambiance étrange se faisait parfois oppressante. Par endroits, les courants tiraient des rideaux en lambeaux dans une procession silencieuse, comme si chaque chambre rejouait sans cesse le départ des occupants. Les lumières des projecteurs révélaient sur certains murs des reflets d'ombres mouvantes. Les explorateurs, fascinés, se demandaient si la mer même n'abritait pas des souvenirs plus vastes, si le navire tout entier n'était pas devenu une mémoire vivante. Descendant vers les salles des machines, ils croisaient les géants d'acier figés dans le noir. Là, l'odeur invisible de l'huile, le souvenir du grondement du métal, planait encore. Les immenses chaudières s'alignaient, orgueilleuses malgré la rouille, et l'on devinait les silhouettes courbées des hommes ayant alimenté la bête, peinant dans la chaleur sans repos. Plus bas, des outils étaient rangés dans un ordre méticuleux. Une clé anglaise posée à côté d'une lampe à huile, une boîte à clous encore pleine. Tout laissait penser à un départ précipité, à une confiance trahie en la sécurité du navire. La lune aspire les nuages, dégageant un faisceau pâle qui miroite sur la calme surface de l'Atlantique Nord. Ce soir-là, la mer d'or, son immensité lisse laissant deviner dans le reflet trouble quelque chose de vertigineux. Le souvenir de vaisseaux jadis glorieux, la pulsation secrète de tragédies englouties. Toutes les histoires de la mer se mêlent, et aucune ne s'oublie, surtout pas celle du Titanic. Soudain, au creux du silence, une onde ténue se propage, irisée de mystères indécis. L'eau, à peine froissée, semble qu'y respirer. C'est alors que commence le chant que seuls les mondes marins entendent, profond et doux comme une berceuse ancienne, venue des entrailles du gouffre. Il est fait de sons que nul instrument humain ne sait rendre, de vibrations qui effleurent le cœur et éveillent la mémoire. Certains l'appellent le chant des profondeurs. Au commencement, il n'y avait que le froid et la nuit. Mais, très loin sous la surface argentée, bien en deçà du royaume des poissons lumineux, le Titanic repose encore, immense et immobile, cerné par la patience infinie du sel, du temps et du noir. Des colonnes de métal rouillées, des balcons effondrés, des porcelaines intactes, des chaussures vides, partout, l'empreinte du rêve brisé des hommes. Ce gouffre, où les lumières n'osent descendre, abrite la lente rumination des âmes. Certains racontent qu'à la pleine lune, une étrange vie s'éveille là-bas, au plus profond. Née d'une légende ou de l'esprit humain avide de signification, elle offre à la conscience une sensation obscure et douce.
tout ce qui a été vécu dort, mais rien ne meurt tout à fait dans la mémoire de l'eau. Ainsi, cette nuit-là, au fil du flux tiède, chaque parcelle d'eau transporte son histoire. Des bribes, des fragments, des rêves, des regrets, dissous dans l'océan dense. Un frisson minuscule parcourt le dos d'un cétacé solitaire, une baleine grise, qui longe les failles de la croûte terrestre. Elle nage avec lenteur, guidée par ce qu'elle presse, attirée par ce murmure sans source, comme si le cœur du monde battait sous la coque invisible du Titanic. Autour d'elle, les créatures du grand fond s'approchent, taches pâles et phosphorescentes, écailles de lumière dans la pénombre. Les minuscules poissons-dragons, les calmars translucides, les étoiles de mer qui rampent sur la mousse et la rouille. Ils ne voient rien, mais ils sentent tout. Leur monde ne connaît pas de forme nette, ni de frontières. Ici, dans le silence nourri de naufrages, tout devient chant. Plus bas encore, là où dorment les banquettes du grand salon, et sous la poussière marine, les lustres brisés, les cendres de souvenirs se dévoilent à qui s'est écouté. Une chaise de velours avalée par les concrétions, une tasse gravée de bleu sur le plancher en miettes, tout cela exhale une note sourde qui monte, invisible, rythmée par le ressac des siècles. Ce sont les vestiges humains qui parlent, non avec des mots, mais à travers leur persistance silencieuse. La nuit progresse, et les courants légers, glissant sur la coque éventrée, emportent des chuchotis, parfois de simples respirations. Les scientifiques le savent. Chaque structure du Titanic, colonisée par la vie marine, répercute très loin des sons infimes. Mais ils ignorent la portée de ces fréquences, comment le métal froissé, les fragments de vaisselle, la maille des chaussures, tout cela compose un orchestre de mémoire. Dans la grande salle des machines, les pipes corrodées vibrent au passage d'une roussette, telles des cordes frottées. Le bois pourri se déclame, la porcelaine teinte, les tissus pourrissants chuchotent dans leur balancement éternel, et même les draps invisibles frissonnent encore du poids d'un sommeil interrompu. Parfois, la mer elle-même, prise d'une langueur, souffle au travers d'un hublot encore scellé, et de ce souffle naît un soupir. Les anciens marins qui s'aventurèrent près de l'épave affirmaient en revenir changés, un peu hantés. Mais que savons-nous de ce que le fond des océans absorbe, de l'empreinte laissée par le passage de la vie? On dit, certains le croient, que la mer garde tout, la joie comme le désespoir, les promesses murmurées dans la nuit et les prières étouffées lors du naufrage. Ce n'est pas la souffrance, pourtant, qui prédomine dans ce chant. Ce n'est pas la peur. Le fond est trop patient, trop ample pour ne retenir que la douleur. Lentement, à force d'oubli, de dissolution, le chagrin s'est mêlé à l'eau salée, dissous dans la paix minérale. Ce qui demeure, c'est une sorte de songe, la mémoire floue d'un moment où tout était possible, où des milliers de cœurs battaient pleins d'espoir, d'ambition, d'amour et de folie. Dans ces abysses, le rêve du Titanic gonfle, palpite, s'effrange au fil des ans. Il se mêle à d'autres rêves, celui des premiers qui traversèrent l'Atlantique à la rame, celui des navigateurs disparus dont les épaves dorment à côté. Il se glisse dans les plis des dunes sous-marines, serpente le long des câbles, s'allonge dans le sable, s'accroche à la carcasse lourde des moteurs. Ici, le futur et le passé se confondent. Dans le lent ballet des créatures abyssales, chaque geste, chaque frôlement célèbre une mémoire qui n'est pas la nôtre. Les crustacés, œuvrant leurs pinces sur des morceaux de vaisselle fêlée, ignorent tout du luxe d'antan. Les méduses qui se prennent entre les balustrades figées ne savent rien du bruit des fêtes, de la musique, des rires. Pourtant, par leur présence, ils honorent chaque mot tu, chaque rêve échoué. Parfois, un courant plus vif agite la masse sombre. Un flocon de lumière glisse, vacille, tombe sur ce qui fut le salon des premières classes. Il s'arrête un instant sur le bras d'un fauteuil tordu, s'attarde, s'évanouit, comme un souvenir furtif. Les yeux de la mer ne voient pas, mais la mer se souvient. Dans la chambre du commandant, recouverte d'une fine couche de limon, les aiguilles d'une horloge se sont longuement arrêtées. Pourtant, on imagine qu'au plus secret du silence marin, une sorte de battement demeure, précis,
faible, entêtant. C'est le tic-tac du temps suspendu, un écho, rien de plus, mais qui porte la trace invisible des milliers de vies embarquées sur le Titanic, de jours heureux, de mots d'adieu, de promesses, d'attentes. Cambre, couloir, salon, cuisine et soute, chaque pierre, chaque fragment, chaque reliquat concrétisé participe au champ secret. Nulle barrière d'acier, nulle cloison ne ferme le passage au souvenir. L'eau, amie du temps, s'infiltre partout. Elle caresse la vaisselle, lèche les chaussures, détisse doucement les tapisseries effondrées. À travers elle, les sons circulent. Grondement sourd des sédiments, respiration basse des bêtes, bourdonnement des moteurs fantômes, tintement d'objets oubliés. Ces sons, étrangers à l'oreille humaine, forgent une sorte de langage, une partition ténue, ponctuée par l'attente. Bien au-dessus, ignorant le tumulte enseveli, le monde poursuit sa ronde. Les paquebots d'aujourd'hui, énormes architectures de verre et de lumière, croisent parfois à l'aplomb du naufrage. Les passagers ignorent, dans leurs cabines chaleureuses, les échos de ce lointain passé. Mais certains, la nuit venue, perçoivent encore une mélancolie diffuse dans le roulis de la houle. Un secret chuchotement, comme si la mer, dans sa sagesse lente, leur adressait une question venue de loin. Ceux qui plongèrent jusqu'à l'épave, nimbés de lumière fragile, rapportent un sentiment étrange. Certains croient avoir entendu, sous le tintement de leur bulle, quasiment infime, la trace d'une musique disparue. Un violon, une note de piano, le souffle d'un orchestre de fantômes. Évidemment, nul n'a jamais enregistré ce chant, il n'est perceptible qu'à l'âme, jamais à l'oreille. D'autres racontent avoir été saisis d'un calme inouï, comme si la mer, protectrice, les enveloppait d'une douceur souveraine. À l'échelle du temps, le Titanic n'est qu'un rêve enseveli. Mais son histoire, transportée, éparpillée, chuchotée à travers l'océan, persiste. Le souvenir n'est pas figé dans l'épave. Il voyage, porté par les courants, il rejaillit sur les plages, il se suspend à la brume du matin au-dessus des vagues. De temps en temps, lorsque l'air est doux et que la houle se calme, si l'on ferme les yeux, il est possible de sentir la trace ténue de ce rêve. Des voix lointaines, des rires, un éclat de fête devenu murmure, la promesse d'un ailleurs. Au cœur des abysses, ni lumière ni obscurité ne règnent tout à fait. Là-bas, quelque chose de pur subsiste. Le chant de la vie qui ne s'éteint pas, la mémoire qui se régénère toujours, la leçon du naufrage. La grandeur du rêve humain, capable de bâtir des palais d'acier et de conquérir la mer, mais incapable de dompter tout à fait l'imprévu, l'infini, l'oubli. La mer n'est pas cruelle. La mer prend, transforme, restitue autrement. Elle enseigne la mesure, la patience, la modestie. Au fil du temps, le Titanic s'efface, grain par grain. Les passagers jamais identifiés, les histoires restées inachevées, tout s'est dissous dans cette masse mouvante que rien n'arrête. Pourtant, la mer, gardienne inflexible, n'oublie rien. Elle continue d'écouter les chuchotements enfouis, ce chant des profondeurs que les hommes nomment tristesse par habitude, mais qui, pour l'océan, est simplement souvenir, un mouvement, une onde, un rêve partagé. Et lorsque la lune s'efface derrière un nuage, là où les vieux navires reposent, le chant reprend. Il se mêle au battement lent des marées, à la danse silencieuse des bêtes luminescentes, à la corrosion patiente du métal. Il deviendra un jour le souvenir d'un souvenir, puis le soupir du monde. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt!